Macron arrive à Washington, pas de tapis rouge, pas de salut présidentiel, pas de protocole digne d'un chef d'État. Pire encore, Trump ne l'a même pas accueilli. Mais qui était là pour le recevoir? Une simple employée de la Maison-Blanche. Une lingère qui s'occupe de la buanderie. Le président a même été accueilli par la porte de derrière, celle réservée aux livreurs et aux employés. C'est ça de faire n'importe quoi en diplomatie. Les États-Unis ont aidé davantage l'Ukraine que quiconque. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés, environ 130. L'Europe, de son côté, a dépensé 100 milliards d'euros en Europe, 300 de notre côté. C'est un écart non négligeable, je pense. Et pour tout ceci devrait être remboursé. Je crois d'ailleurs que les contribuables, aussi bien européens qu'américains, sont en droit de récupérer les sommes considérables que nous avons envoyées. Écoutez, jamais je me permettrai de prodiguer des conseils au président Trump. Nous avons des discussions amicales. Nombre d'Américains ont envoyé de l'argent à Paris pour participer à la reconstruction de Notre-Dame. Alors, en tant que président des États-Unis, allez-vous donner de l'argent pour contribuer à la reconstruction de l'Ukraine également? C'est une question un peu bizarre, parce que vous me demandez si au nom des États-Unis on va contribuer à l'Ukraine. On a quand même déjà dépensé 350 milliards de dollars, c'est quand même une coquette contribution, vous ne trouvez pas? Permettez-moi de vous remercier pour votre accueil, remercier pour la qualité de nos échanges et pour votre engagement. Merci, cher Donald. Macron, qui parlait au nom de l'Union européenne, s'est plié aux exigences de Donald Trump sur l'exploitation du sol et du sous-sol ukrainien. Il accepte le deal de Donald Trump contre une protection aérienne des troupes européennes durant l'accord de paix avec la Russie et ira ensuite transmettre le message à Zelensky la marionnette. Soit tu acceptes l'offre américaine, soit aucune garantie de sécurité ne te sera accordée. Macron est finalement allé voir Trump. Mais est-ce qu'il lui a alors dit ce qu'il a dit qu'il allait lui dire? Est-ce qu'il lui a dit? En tout cas, on va voir ça dans cette vidéo. Là, c'est la vidéo de guerre en Ukraine. Emmanuel Macron et Donald Trump répondent aux journalistes dans le bureau ovale. Donc, c'est Macron qui s'est déplacé et allé aux États-Unis pour causer. Réunion avec le G7 et le président Macron, c'est quelqu'un de très spécial à mes yeux, quelqu'un avec qui nous avons déjà travaillé et je pense qu'on a réalisé beaucoup de progrès. On a beaucoup échangé avec la Russie, mais avec d'autres aussi. On essaye de mettre un terme à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense qu'en quelques semaines, on a déjà beaucoup avancé. Le président nous a beaucoup aidé en cela. On a aussi parlé d'accords de libre-échange que l'on va nouer avec la France. Et on aura l'occasion d'en parler plus avant. Et puis il y aura aussi une conférence de presse au cours de laquelle vous pourrez poser des questions. Il y aura aussi un déjeuner avec toute la délégation française. Nous sommes impatients d'ailleurs de pouvoir participer à cela. On a une relation spéciale avec la France, moi avec cet homme à ma droite, et j'espère que cette relation va perdurer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Donald. J'aimerais remercier le Président pour son hospitalité. Nous avons eu un bon échange au moment de notre réunion du G7. Et c'est la 3e année de guerre en Ukraine et notre objectif commun est de bâtir la paix, une paix durable et solide. Et c'est précisément de cela dont il sera question au moment de notre entretien, parce que moi j'ai énormément de respect pour la bravoure et le courage du peuple ukrainien. Notre objectif partagé, c'est la paix, mais nous savons aussi qu'il faut qu'il y ait des garanties pour que la paix soit solide et que la situation soit stable. Je suis ici en ami parce que depuis maintenant des siècles, la France et les États-Unis sont des pays amis et nous deux, nous sommes amis. Nous avons déjà travaillé ensemble par le passé et la France et les États-Unis sont toujours du même côté, du bon côté de l'histoire. C'est un moment important. La corruption valait la peine. Vous savez, comme il se présente toujours comme étant les gentils de l'affaire. C'est même une question qu'une personne avait posée un jour, un Européen. Hein. C'était un texte français où la personne demandait « Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a jamais été du mauvais côté ?» C'est troublant, n'est-ce pas?
Il disait ça pour alerter en fait ses compatriotes que pour tout ce qui s'est passé dans le monde, on a toujours été du bon côté, on est toujours du bon côté. On ne fait jamais rien mal, on est les garants du bien. Or, ils voient comment leur société est en décadence et comment les choses dans leur pays se passent très mal, mais bizarrement, ils sont toujours du bon côté. Et là, Macron dit, les États-Unis et la France ont toujours travaillé ensemble, ont toujours été du même côté. Après, il dit non, c'est pas la bonne expression. Ont toujours été du bon côté, voilà. Parce qu'il ne faut jamais manquer une occasion de faire de la propagande, bien sûr. Les États-Unis et la France du bon côté. Même vous n'y croyez pas. Et la France et les États-Unis sont toujours du même côté, du bon côté de l'histoire. C'est un moment important qui se joue aussi pour l'Europe. J'ai échangé avec tous mes collègues européens et l'Europe est prête à être un partenaire plus important encore pour la défense et la sécurité du continent et un partenaire aussi commercial avec des investissements à la clé. Donc je suis très impatient d'avoir cet échange avec vous et j'aimerais vous remercier à nouveau, Monsieur le Président, de votre présence à Notre-Dame de Paris. C'était important pour le peuple français. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant qu'on peut noter en revanche, c'est, bon, déjà, il y a le fait que, ok, là on a la preuve qui est dite, c'est que la France et les États-Unis ont toujours travaillé de concert dans les pics crasses qui sont arrivés à l'échelle mondiale. Maintenant, là, il faudrait traduire ces mots par « gars ». Comment est-ce qu'on commence la guerre ensemble? On dit qu'on va s'entraider parce qu'on va manger l'argent. Parce qu'on va prendre l'argent, on va gagner l'argent, on va envoyer les gens à la mort. Maintenant, au moment où il faut récolter les bénéfices, parce que c'est un investissement, et Macron va beaucoup insister dessus durant son discours, parce que c'était un investissement, maintenant tu nous dis que non, vous allez négocier seul. C'est en fait ça qu'il faut entendre. Qu'on est prêt à faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas comme ça laisser la part de notre gâteau. Sans parler du fait qu'après, c'est nous qui allons devoir encore payer et tout et tout. Donc, faites un geste. C'est comme ça qu'on doit comprendre le message qu'il est en train de transmettre à travers cette conférence de presse. En gros, on a toujours travaillé ensemble, surtout quand il fallait faire le mal. Surtout quand il fallait nuire pour pouvoir gérer nos intérêts. J'ai toujours été un valet correct. Je me suis toujours bien comporté. J'ai toujours suivi les recommandations que vous me donniez et les ordres que vous donniez avec assiduité. De temps en temps, on a peut-être 2-3 petits désaccords sur X, Y, mais dans les grandes lignes, ça va. Comment maintenant on déclenche une guerre ensemble quand il faut manger l'argent, vous voulez manger seul? Ce n'est pas bon. Continuons de travailler ensemble comme on a eu l'habitude de travailler. Vous avez votre part parce que vous êtes quand même le boss et nous, on se contente de ce que vous allez nous donner, mais pas rien. Mais pas rien. C'est comme ça qu'on doit voir ça. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Quid de l'accord sur les minerais? Mais écoutez, c'est un accord sur lequel on est en train de travailler. Il est presque bouclé. Il faudrait qu'on récupère l'argent que nous avons investi en Ukraine. Je pense que ça sera bon aussi pour l'Ukraine. Mais nous, on a investi 350 milliards de dollars en Ukraine pour sa défense. C'est énormément d'argent investi et on n'a rien reçu en retour. Vous entendez comment maintenant la rhétorique change? C'est quitter d'aide à l'Ukraine, comme on peut souvent entendre aussi le parallèle de l'aide en Afrique, à investir en Ukraine. C'est quitter d'aide en Ukraine, l'aide à l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine, à voilà ce qu'on a investi à l'Ukraine. Investir signifie qu'il faut un retour sur investissement. Ce n'était pas un don. C'est comme ça qu'ils sont maintenant en train de changer le narratif. Où vous allez entendre, oui, mais à la base, ce n'était pas une aide, c'était un don. Or, quand il fallait prélever les impôts des gens, voler l'argent des gens, surtaxer les gens pour envoyer l'argent à l'Ukraine, c'était l'aide.
Aujourd'hui, ce n'est plus une aide, comme par hasard. Ça devient un investissement. Or, il y avait beaucoup de personnes, depuis le début de la guerre, et même bien avant, quand ça allait se déclencher, qui avaient prévenu Zelensky, les cadres en Ukraine, et même certaines personnes en Ukraine qui disaient ils vont se comporter exactement comme des banques. Prêter de l'argent en espérant recevoir beaucoup plus. Puisque, à la base, c'était on vous donne les obusiers, on vous donne des avions de chasse, on vous donne des chars. Maintenant, ce n'est plus ça. On a investi pour que vous ayez des chars, des obusiers, des armes, des avions de chasse. Et donc, on veut un retour sur investissement, trouver un moyen de nous payer. Vous voyez comment est-ce que la rhétorique change en fonction d'où vont les intérêts? C'est-à-dire que quand c'est pour montrer que ce sont les gens du camp du bien, dans leur fausse propagande auquel personne ne croit, même pas eux, là oui, ils vont sortir les grandes phrases, les grandes théories, les grandes explications sur à quel point ils aident le monde, sur à quel point ils sont extrêmement généreux, que leur générosité déborde au point où ils aident les autres pays et délaissent leur propre peuple, n'est-ce pas? Dès que la rhétorique change, maintenant on est sur la fin de la guerre, le conflit va s'arrêter. Ce n'est plus que c'était de l'aide. Ils n'ont plus besoin de convaincre l'opinion publique. On n'a plus besoin d'aider ces poltrons. Tout ce qu'il faut faire désormais, c'est récupérer notre retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on doit déjà récupérer la somme initiale que l'on a donnée, vu que c'était un investissement, mais on doit avoir un surplus parce que c'était un investissement, donc ça doit être rentable. Je n'investis pas 100 000 pour recevoir 100 000, non. J'investis 100 000 pour recevoir 110 000, 120 000, 115 000, etc. Et c'est comme ça que Trump dit bien qu'ils ont investi 350 milliards, mais ce qu'ils demandent en termes de terres rares, c'est 500 milliards. Ça, c'est un retour sur investissement plus que du vol. C'est plus que du vol. C'est-à-dire que si j'ai investi 350 milliards pour recevoir 500 milliards, j'ai littéralement fait du fois 1,43. C'est-à-dire c'est une cote de 1,43 que les gars viennent de déposer comme ça. Pour ceux qui font les paris sportifs. Une cote de 1,43, vous imaginez? Ça veut dire qu'une fois que tu as récupéré ton capital, il y a eu un gain de 43%. C'est terrible, n'est-ce pas? Une fois que tu as récupéré ton capital, donc une fois que les États-Unis auront récupéré leur capital déjà de 350 milliards, ils vont faire un bénéfice de 43% sur leur investissement initial. C'est indécent. C'est indécent. Aucune banque ne fait ça. Et vous allez voir, ils vont tellement mettre la pression à Zelensky que Zelensky va signer ce truc. L'administration Biden est coupable de cela et les Européens, eux, ont investi 100 milliards sous forme de prêts. Et les Européens ont été malins, ils ont compris que ce n'était pas juste, ils nous ont aidés. Mais pour ce qui est des Ukrainiens, j'ai l'impression qu'on est proche d'un accord. Scott est là, pas très loin. Il travaille sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Scott? Oui, on en est vraiment pas loin de la conclusion. Un accord sur les minerais, est-ce qu'il serait assorti d'une sécurité pour l'Ukraine et l'Europe? L'Europe va veiller à faire le nécessaire. Écoutez, une fois qu'on aura signé l'accord... Vous n'avez pas vu l'expression de Macron à ce moment-là. Il a un petit sursaut. Je ne sais pas si à l'image, ça va bien se voir. On réessaye. Un accord sur les minerais, est-ce qu'il serait assorti d'une sécurité pour l'Ukraine et l'Europe? L'Europe va veiller à faire le nécessaire. Écoutez, une fois qu'on aura signé... Il a eu un petit sursaut. Je sais que l'image cale un peu. Mais là, il a eu un petit sursaut. Hey! Donc, c'est nous qui allons devoir payer, reconstruire, se charger de la sécurité. Mais oui, mon type. Il n'y aura pas de soldats américains qui vont être... Ce sont les soldats européens qui vont se charger de défaire tout ce merdier. Seuls. Et vous allez payer cher. Parce qu'il faudra reconstruire tout ça. Les États-Unis, là, ils sont déjà en train de se dédouaner. Hein. Comme tu sussautes, ne sussaute pas, mon petit. Reste tranquille. Vous allez bien voir ce sursaut. On réessaie encore. Une dernière fois. J'espère que ça va bien passer cette fois-ci. Sur les minerais, est-ce qu'il serait assorti d'une sécurité pour l'Ukraine et l'Europe? L'Europe va veiller à faire le nécessaire. Écoutez, une fois qu'on aura signé l'accord, je pense qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine. Ça ne sera plus un gros problème. Ça sera le cadet de nos soucis. Quelle est votre réaction aux gens en Europe qui disent que vous abandonnez l'Ukraine et que vous allez sacrifier l'Ukraine dans un accord avec Poutine?
Nous, on a aidé l'Ukraine comme personne n'a aidé l'Ukraine par le passé. Là, vous entendez, la rhétorique revient. Lorsqu'on parle de sacrifier, lorsque l'image est négative, ce n'est plus qu'on a investi dans l'Ukraine, c'est on a aidé l'Ukraine. Parce que le sens de la question ou l'esprit de la question était négatif. Genre, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que vous avez abandonné l'Ukraine? Ils disent que non, c'est pas vrai, on a aidé l'Ukraine. Or, tout à l'heure, il parlait, on a investi. C'était quoi finalement? Une aide ou un investissement? Et si moi j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre et grâce à moi, on va pouvoir envisager la paix. Moi, président, aucune chance de voir cette guerre éclater. Malheureusement, ça a été le cas et moi, mon rôle, c'est de terminer cette guerre qui a fait des milliers de morts, des milliers de personnes qui meurent toutes les semaines. En Russie, on parle de 700 000 personnes qui sont mortes, à peu près pareil en Ukraine, sans même parler d'ailleurs des villes détruites. Donc ça a été une guerre absolument terrible, atroce. Il faut trouver une issue. Et on ne parle pas de soldats américains, mais des soldats russes et ukrainiens. Mais d'un point de vue humanitaire, il faut qu'on trouve une solution. Et puis ça pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Parce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où d'autres pays sont embarqués et on pourrait avoir une troisième guerre mondiale. Est-ce que vous appuyez l'envoi de troupes européennes? Il pourrait y avoir des troupes européennes afin de garantir la paix et de veiller à ce que l'accord de paix soit bel et bien respecté. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Je ne veux pas parler au nom de la France, mais je sais qu'il y a des chefs d'État européens qui en ont parlé. En tout cas, si on peut organiser des missions de maintien de la paix, ça serait une bonne chose plutôt que toutes ces morts inutiles. Une fois que l'accord sera signé, la Russie retournera à ses affaires et l'Ukraine et l'Europe pareil. Pour moi, ça ne posera pas de souci. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer le président Zelensky? Oui, d'ailleurs, il viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord de paix. Mais j'aimerais le rencontrer ici au bureau ovale. Donc voilà, l'accord de paix, on y travaille, on est tout proche d'un accord. Et je pense que le président Zelensky aimerait venir ici pour le signer. Moi, ça me convient tout à fait. Après, il faut que ce soit approuvé par leurs conseils ou leurs autorités, mais ça me semble probable. Et puis, je rencontrerai le président Poutine aussi à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand, mais on essaye de trouver une solution. Mais oui, à un moment donné, je le rencontrerai lui aussi. On me demande de dire quelques mots en français. Le président l'a dit, je pense que c'est un moment important. C'est un moment important de la discussion. On veut bâtir la paix en Ukraine et le bilan qui a été rappelé, une réalité, il y a d'1 million de morts et de blessés depuis le début de ce conflit et de cette guerre d'agression. Notre volonté, c'est que cette paix dure, parce que nous avons déjà eu un cessez-le-feu et une paix qui n'a pas été respectée. C'était les accords de Minsk, 1 puis 2. Et donc le corps de cette discussion, c'est de s'assurer d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, ensuite que les Ukrainiens soient impliqués. Et je pense que ce que vient de dire à l'instant le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares, et que c'est aussi un moyen d'avoir une implication américaine forte. Les Européens sont prêts à prendre leur charge sous des formes diverses de soutien à l'armée ukrainienne, de présence y compris pour s'assurer que la paix soit durable. Et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose. Et donc tout est encore à construire. Et je ne veux pas préempter les discussions. Mais nous partageons le même objectif. Et ce qu'on a discuté ce matin pendant 1 heure après la visioconférence ensemble, est-ce qu'on va continuer de travailler, et sont pour moi des bonnes avancées. Et l'annonce de... Est-ce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine est encore un objectif? Alors on en a parlé il y a un instant, c'est exactement ça qu'on veut faire. On veut bâtir la paix en Ukraine.
Nous avons eu un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté sous les accords de Minsk 1 et 2. Le président Trump va effectivement rencontrer le président Zelensky pour signer un accord sur les minerais rares et on est heureux de voir cet investissement américain et l'Europe est prête à soutenir l'Ukraine de diverses manières et je ne veux pas préempter les discussions que nous aurons ensemble, mais nous avons en tout cas cet objectif partagé de bâtir une paix durable. Alors je veux juste ajouter quelque chose. On était à la Tour Eiffel, on dînait avec votre formidable épouse et la mienne, et il a commencé à parler du French Deal, et tout ça, ça se faisait en français, il n'y avait pas d'interprète, et moi j'écoutais, puis le lendemain j'ai lu les journaux, et j'ai dit mais c'est pas du tout ça qu'on s'était dit en réalité. Donc c'est quelqu'un de très malin, je vous assure. Vous avez désigné Zelensky comme dictateur. Est-ce que vous réitériez ces propos? Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'on peut trouver un bon accord entre les pays. Là, le pattern, c'est sa politique, c'est de choquer. Hein. Il choque. Quand il traite Zelensky de dictateur, ceci, cela, machin, le but, c'est d'abord de choquer. Quand on prenne le gars pour quelqu'un d'instable, on ne sait pas où il va aller, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas comment est-ce qu'il va se déplacer. Résultat, il devient un peu plus imprévisible. C'est en fait ça, sa stratégie. Et ça marche, puisque beaucoup de personnes ont peur, beaucoup de personnes paniquent. Bien que chez d'autres aussi, ça ne marche pas. On sait ce que tu veux, on sait ce que tu veux. On sait ce que tu vas faire, on sait comment est-ce que tu fonctionnes. Voilà. Il est question de l'Europe, il est question de l'Ukraine. On voit aussi que l'autre partie a beaucoup de soutien. Donc on verra ce que ça va donner. On peut inventer de l'argent, imprimer de l'argent, mais créer de nouvelles vies, ça ce n'est pas possible. Et cette guerre, elle a fait énormément de victimes. Macron est assis là, il fait les beaux gosses avec le président. Vous savez même comment est-ce qu'il a été accueilli quand il est arrivé? Macron arrive à Washington, pas de tapis rouge, pas de salut présidentiel, pas de protocole digne d'un chef d'État. Pire encore, Trump ne l'a même pas accueilli. Mais qui était là pour le recevoir? Une simple employée de la Maison-Blanche, une lingère qui s'occupe de la buanderie, une vraie gifle diplomatique. Vous imaginez, le président a même été accueilli par la porte de derrière, celle réservée aux livreurs et aux employés. C'est ça de faire n'importe quoi en diplomatie. Et ce n'est pas tout, Macron sort en catimini de la Maison-Blanche, tête baissée, saluant une foule imaginaire. Pas de conférence de presse, pas de déclaration. Il s'enfuit comme un écolier qui a fait une faute. Trump, lui, poursuit les discussions avec des dirigeants influents. Pas de temps à perdre avec le président français affaibli qui vient quémander de l'attention et de l'influence. Trump, lui, met les choses au clair. Il affirme que cette guerre n'aurait jamais eu lieu s'il était resté au pouvoir et qu'Emmanuel Macron n'a plus du tout le poids sur la scène internationale. Il explique devoir rencontrer Vladimir Poutine au mois de mai si la guerre prend fin et explique que Zelensky est convoqué dans le bureau ovale très prochainement. Et il y a un détail qui ne passe pas inaperçu. Brigitte Macron n'a pas fait de déplacement. Aucun dîner d'État, aucune réception officielle. Macron n'était pas là pour négocier, il était simplement convoqué. Mais alors, qu'est-ce que veut dire cette mise à l'écart? Est-ce un simple affront ou est-ce que la France a perdu toute crédibilité sous sa présidence? Mais surtout, n'oubliez jamais, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Ce n'est même pas comme ça que les gens doivent comprendre ça. Moi, je veux seulement savoir s'il a pu dire à Trump ce qu'il avait dit qu'il allait dire. Et lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que
la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine. C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Oui, vous voyez ça, non? J'aimerais savoir s'il a dit ça. C'est tout. C'est tout. Tout le reste là, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, si à un moment donné, je check les infos et que je vois qu'il a dit ça, et je serais maintenant très curieux de savoir ce que Trump a répondu. Si Trump l'a laissé parler jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, comme le gars disait, on dirait plus une convocation comme ça que bien ici. Alors, voici ce que je vais faire, voici ce que tu vas faire, voici ce qu'on compte faire. Et voici comment ça va se passer, patati patata. Et vous n'allez rien faire, vous n'allez rien dire. Voilà. Et puis, je vais convoquer ce Zelensky-là, ce petit dictateur un peu nuisible qui croit qu'il est permis de tout parce qu'on lui a fait des promesses. Ne sait-il donc pas qu'on n'a jamais respecté nos promesses? Lui, il écoute la bouche des Américains comment? Oh, c'est quand même être naïf. Hein? Et voici Macron qui lui aussi a commencé de parler d'investissement. Ce n'était plus le don, ce n'était plus l'aide, c'était maintenant l'investissement. Trump en parle, Macron aussi en parle. Comme par hasard. Ça fait mal. Et nous avons en effet investi 138 milliards de dollars dans l'aide à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Et je dis bien investi. En tant que président des États-Unis, allez-vous contribuer à la reconstruction de l'Ukraine? Votre question est un peu étrange. Vous me demandez si au nom des États-Unis, on va contribuer à l'Ukraine. Nous avons déjà dépensé 350 milliards de dollars. Il me semble que c'est déjà pas mal comme contribution. Quelle défaite. Au final, la reconstruction de l'Ukraine sera entièrement financée par l'Europe, tandis que les États-Unis n'y investiront même pas un centime. Donald Trump refuse de payer, laissant aux Européens la charge d'un chantier à plus de 3 000 milliards de dollars. Quant aux dépenses engagées par Washington, elles seront remboursées par l'Ukraine qui a perdu la guerre et qui ne les a rien rapportées. Macron, qui parlait au nom de l'Union européenne, s'est plié aux exigences de Donald Trump sur l'exploitation du sol et du sous-sol ukrainien. Il accepte le deal de Donald Trump contre une protection aérienne des troupes européennes durant l'accord de paix avec la Russie et ira ensuite transmettre le message à Zelensky la marionnette. Soit tu acceptes l'offre américaine, soit aucune garantie de sécurité ne te sera accordée et l'Ukraine sera écrasée. Autrement dit, sans les États-Unis, l'Europe ne vaut rien devant la Russie sur le plan militaire. Au moins c'est clair. Résultat, que faisait Macron aux États-Unis? Il s'est contenté de répéter ce que Donald Trump affirme depuis le début sur l'Ukraine. En fait, la Russie et les États-Unis se partageront l'Ukraine comme un gâteau et les Européens payeront la facture, la reconstruction. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça a cuit. Ça a cuit. Ça, c'est la conférence de presse de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Ça a cuit. Vous finissez d'écouter ça, vous comprenez en fait que l'Europe sera perdante à tous les niveaux. C'est terminé. Ils voulaient faire les malins. Je ne pense pas qu'ils vont gagner grand-chose. Hein. Même si à un moment donné, les États-Unis arrivent à faire des concessions, je ne pense vraiment pas qu'ils vont gagner grand-chose. Donc, ce n'est pas maintenant en venant, on dit oui, on a investi, c'était de l'investissement, nanana. Vous réutilisez les mêmes rhétoriques que Trump, que ça va y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Perdu, c'est perdu. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'attends vos avis et vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.